docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être un petit peu plus de micro. Ou alors c'est moi le casque, non? Ah si, peut-être moi le casque quand même. Bonjour à notre ami Jacques, et on prend l'antenne très tard, avec pas loin de 30 minutes de retard, mais quand même, nous sommes là. C'est le principal, et puis on dit bonjour à Jacques, parce que ça fait longtemps qu'on s'était point vu, les occupations des uns et des autres. Voilà. Alors on n'est pas non plus une radio nationale avec des horaires et des œillères. Donc on vient quand on peut. Et on essaie de venir quand même régulièrement. Jacques, bonjour. Bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Alors nous allons parler d'un sujet, là, on en parlait un petit peu hors antenne, du reste, assez surprenant. Moi j'ai tendu l'oreille aussi, parce que je ne dis pas que je suis concerné, absolument pas, mais je prends du miel tous les matins, et voilà, ça peut être dangereux. Non, alors, pas le miel pur, mais... Non, le miel, en règle générale, n'est pas dangereux. Il faut savoir aussi que beaucoup de miel qu'on achète, c'est pas vraiment du miel, c'est fabriqué, je sais pas où, avec du sirop de glucose. Mais non, c'est surtout... Pour ça, surtout, allez voir votre apiculteur. Ah oui. Ça, c'est indispensable. C'est surtout les produits de la ruche, c'est-à-dire la propolis, la gelée royale, qui peuvent donner des allergies parfois très graves. Pourtant, ce sont des produits, si on les supporte bien, et la plupart des gens les supportent bien, qui ont une très bonne action sur la santé, la gelée royale et la propolis. Oui, voilà. Normalement, c'est une très bonne réputation. Moi, j'ai consommé des deux. Bon, j'ai pas eu de problème, mais la propolis, même, du reste... On disait à une époque que c'était difficile pour en trouver. C'était les apiculteurs qui se gardaient ça pour eux. Et oui, et quand on supporte ça, c'est comme les piqûres de guêpes. Il y en a chez qui ça fait juste une douleur, puis d'autres qui font des malaises graves après les piqûres de guêpes. Et là, la fréquence des anaphylaxies alimentaires, c'est-à-dire des allergies ou plus liées au contact avec les produits de la ruche, est actuellement 1,26% des allergies alimentaires. Alors, c'est pas beaucoup, mais ceux que ça les touche de manière, en général, assez fortement. Et ce qui est le plus allergisant parmi les produits de la ruche, ce sont les pelotes de pollen que ramènent les abeilles sur leurs pattes. Oui. Ensuite, le miel, je vais par dose croissante. Ensuite, la gelée royale et la propolis, qui peut être très allergisante. Moi, ma fille a fait une réaction il y a quelques mois à la propolis. Elle en a mis une goutte dans sa bouche, une goutte. Et elle a fait un œdème de Quink. C'était vraiment spectaculaire. Et on ne le trouve pas aussi en granule un peu? Peut-être, oui. Moi, il me semble que c'était en granule que j'avais... C'est possible, oui. Alors là, pardon, mais ça arrive d'un seul coup, on ne le sait pas, il n'y a rien qui prévient. Non, si ce n'est que souvent les gens qui sont allergiques aux produits de la ruche sont des gens qui sont déjà allergiques à certains pollens, vu que les produits de la ruche sont fabriqués avec le pollen. Alors, les allergies au miel, c'est plus banal, enfin c'est banal et relativement rare. La première allergie au miel a été publiée en 1984, c'est récent quand même. Ah oui. Chez un apiculteur qui était allergique au pollen. Et puis ensuite, on a observé des cas d'anaphylaxie. Alors, ce qu'on appelle anaphylaxie, c'est au-delà de l'allergie. C'est-à-dire que l'allergie, ça peut donner des rougeurs, de l'urticaire, des démangeaisons. L'anaphylaxie, c'est au-delà. C'est-à-dire qu'il ne se produit pas de réaction visible, mais il y a un collapsus cardiovasculaire qui se crée et le sujet tombe dans les pommes. Ou dans le coma. Impressionnant. Oui. Alors, le miel, c'est ni plus ni moins qu'un mélange de nectar de fleurs ou de miella qui proviennent d'insectes, de pollen, de propolis, d'enzymes salivaires des abeilles, etc. Alors, on a donc découvert ces allergies et cette anaphylaxie.
Et les gens qui sont allergiques au pollen ou à des composés de pollen comme l'armoise, l'ambroise, le pissenlit, le chrysanthème, tiens, je ne savais pas que le chrysanthème, doivent se méfier d'une possible allergie au miel. Chrysanthème, on en mange, mais, oui, mais des fois, il y en a, ils reçoivent les chrysanthèmes, c'est un peu tard. Ils mangent par la racine. Oui. Alors, les allergies à la gelée royale, il faut dire, la gelée royale, c'est quoi? C'est une substance qui est sécrétée par les abeilles ouvrières entre le 5e et le 14e jour de leur vie. C'est précis. Hein. Et la gelée royale, dans la ruche, elle sert à l'alimentation de la reine, exclusivement, et des larves. Mm-hmm. Elle est composée de sucre, d'eau, de lipides, de protéines, etc., etc. Une production par ruche est estimée à 300 mg. C'est pas énorme, hein. Même pas, ça fait un tiers de gramme. Mais on en trouve en capsule, en ampoule, en flacon. Ça permettrait de fortifier l'organisme. Moi, ma belle-mère, qui a 97 ans, en prend tous les jours. Bon. De la gelée royale. De la gelée royale. Mais, à côté de ça, les gens sensibles font des manifestations allergiques. Et ces manifestations allergiques sont graves d'emblée. C'est-à-dire, c'est pas juste ça me démange un peu, ça donne soit des crises d'asthme sévères, soit un œdème, soit une réaction anaphylactique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un collapsus cardiovasculaire avec perte de connaissance. Le terrain le plus favorable, bien sûr, ceux qui sont allergiques au venin d'abeilles, ce qui favorise ces allergies. Mais le miel tout court, non. A priori, très peu, oui. Ou quasiment pas. Mais c'est possible quand moi, même. Je prends du miel tous les matins. Ça m'aide à passer l'hiver. Oui, Pour moi, hein, je n'engage que moi, mais il me semble moins de rhume, moins d'état grippal, depuis que je prends du miel le matin. Voilà. Bon. Après, peut-être que certains diront c'est un peu charlatan, mais... Je crois, c'est reconnu quand même, hein, que c'est une action sur l'immunité. Alors après, il y a ce qui crée beaucoup d'allergies, par contre, c'est les pelotes de pollen, c'est-à-dire le pollen qui est sur les abeilles, les pattes des abeilles. Mais ça, on n'y touche pas. On n'y touche pas, mais elles en ramènent dans la ruche. Et en nettoyant la ruche, etc., ça peut... Alors là, c'est peut-être l'apiculteur qui est concerné. Oui, peut-être, oui, davantage. Mais c'est aussi vendu sous forme de complément alimentaire. Alors il faut se méfier, ça peut être allergisant. Ce sont des pollens composés de mellifères, tournesol, chardon, pissenlit, etc. Mais et la quantité de pollen peut aller jusqu'à, je ne sais pas comment ils ont fait pour les compter, entre 400 000 et 6 400 000 grains de pollen par gramme de pelote. Ça en fait beaucoup, quand on sait qu'il suffit de 3 ou 4 grains pour déclencher une allergie. Alors, pour poser le diagnostic, c'est sur l'interrogatoire, où on essaie de voir quand s'est produit ce phénomène pathologique, s'il y a des allergies de pollinose. On peut faire des tests cutanés, bien sûr, lorsqu'on suspecte une allergie au miel ou en même temps qu'à la gelée royale et au pollen. Mais donc, ce sont des produits très allergisants. Il y a aussi la propolis, qui est encore plus allergisante. La propolis, c'est ce qui sert aux abeilles pour boucher les fentes, pour les trous. J'en ai consommé de ça. Oui, mais moi, j'ai pas trouvé ça. Non, mais ça n'a pas été révolutionnaire pour moi. Les gens qui sont pas allergiques, ils font. Ça m'a rien fait. Voilà, c'est comme ceux qui sont allergiques, aux crustacés, par exemple. Moi, je peux en manger, ça me fait rien. Et puis toi, ça va te donner. Savoir que la propolis était utilisée à l'époque dans la composition des vernis pour les instruments à cordes, pour les violons. Ouais. C'est une résine qui est fabriquée par les abeilles à partir des substances récoltées sur les bourgeons des arbres qui avoisinent la ruche. Et elles s'en servent pour colmater les trous dans la ruche, les interstices de la ruche.
C'est composé de résine, de cire, d'huiles aromatiques. Bon. La propolis, c'est commercialisé sous forme de capsules, de comprimés, de gomme à mâcher, d'antiseptiques buccales. Et lorsqu'elle est ingérée, elle peut entraîner des inflammations sévères de la langue et des muqueuses buccales, ainsi qu'un œdème pharyngé ou un eczéma généralisé, ou un œdème de Quincke. Donc, si on n'est pas allergique, c'est parfait. Si on est allergique, il faut se méfier. Oui, mais le problème, c'est qu'on se rend compte peut-être un peu tard que l'on est allergique. Oui. Alors, lorsqu'on l'utilise sur la peau, parce que c'est un produit de cosmétologie aussi, bon, si on voit une rougeur qui apparaît dans les minutes qui suivent, c'est pas la peine d'insister d'en mettre d'autres. Hein. C'est que vous êtes allergique. On en trouve de la propolis aussi dans le baume du Pérou. Tu sais, oui. Voilà. Le baume du tigre, non. C'est pas cité. Dans l'article que j'ai, c'est pas cité. Donc, je ne sais pas. Dans le baume du tigre, je sais qu'il y a du camphre dans le baume du tigre. Mais la propolis, non, il aurait cité, je pense. Alors, les professions qui sont les plus exposées à la propolis, ce sont les apiculteurs, bien évidemment, les musiciens et les fabricants de violons, puisque c'est utilisé... Ah oui. Voilà. Et ceux qui manipulent le vernis, de la cire d'abeille. Donc... Quand vous faites vos meubles, vous cirez vos meubles avec la cire d'abeille... Si vous êtes allergique, vous risquez faire... C'est pas très réconfortant, tout ça. Non, mais... Peut-être en haut. Et alors, il faut faire mes meubles chez moi par pas mal de personnes. Il faut se dire que le miel peut contenir aussi des spores de Clostridium botulinum transportés par les abeilles. Et si c'est un enfant de moins de 1 an qui en mange, ces spores peuvent produire une toxine qui peut entraîner des manifestations graves et importantes, avec une paralysie du diaphragme, etc. Donc, il est très déconseillé de donner du miel, quelle que soit son origine, aux nourrissons de moins d'1 an. D'accord. Alors ça, retenez bien ça, quand même. Pas de miel aux enfants de moins de 1 an. Voilà. Et les allergies et les chocs anaphylactiques à la propolis, je peux en parler parce que j'en ai fait. Voilà. Donc, impressionnant. On tombe en syncope. Oui, c'est-à-dire que d'abord, il y a une sensation de malaise, mais qui n'est pas désagréable. Mais on sent qu'il faut aller s'asseoir. Et puis après, une fois assis, on se retrouve allongé par terre, on ne sait pas comment. Parce qu'on tombe en syncope, oui. Et on revient. En général, on revient. Au bout de combien de temps? Alors, si... 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure? Non, si ce n'est pas un choc anaphylactique grave, c'est au bout de quelques minutes. Surtout s'il y a à côté de vous un secouriste qui a la bonne idée de vous relever les jambes pour faire affluer le sang vers le cerveau, on revient relativement vite. Si c'est un choc anaphylactique grave, on ne revient pas. Très encourageant. C'est ce qui est passé avec l'acteur Michel Blanc il y a 2 ou 3 mois. Il a fait un choc anaphylactique grave. Je ne sais pas exactement à quoi. Je crois que c'est d'après ce que j'ai entendu, un médicament, un antibiotique. Et on peut faire des chocs anaphylactiques à tout. En général, c'est les piqûres de frelons qui donnent ça. Mais... D'ailleurs, souvent, je vois des gens plaisanter avec les frelons. Moi, je dis, on ne plaisante pas avec les frelons. Non. Quand il y en a un, il faut le tuer, si on peut. Et d'abord, c'est très douloureux, une piqûre de frelon. En particulier les frelons asiatiques. Très douloureux. Ça fait des douleurs qui durent plusieurs jours. Qui vont en diminuant chaque jour, mais ça reste douloureux. Et moi, dans ma vie, j'ai pas eu l'impression de sauver très souvent la vie des gens, de manière immédiate. Mais après une piqûre de frelon, si. Une dame qui était dans le coma, quand je suis arrivé, et heureusement, j'avais de l'adrénaline sur moi. Et après, elle m'a expliqué, c'était fait piquer par un frelon. Mais j'aurais pas eu d'adrénaline. Le froid arrive, je pense qu'on va en avoir peut-être un petit peu moins. Un peu moins, mais méfiez-vous, les frelons asiatiques, ils ne sont pas que dans les arbres.
Il y en a dans les ronciers, dans les choses comme ça. Il y a souvent des nids de frelons. À l'intérieur d'un hangar, j'ai vu même. Oui. La toiture. Bon, j'aurais pas pensé tout ça. Ça n'empêche pas, bien évidemment, de manger du miel, hein, parce qu'on va pas se mettre à dos les apiculteurs, mais voilà, le miel, c'est pas le miel et les abeilles, mais ça peut apporter quelques complications. Pas le miel lui-même, par lui-même. Plutôt la gelée royale et la propolis. Voilà. Et quand ça m'est arrivé de manger, en fait, c'est la cire avec le miel. Vous voyez ce que je veux dire, les alvéoles. Les alvéoles. Ouais, mais c'est ça que j'avais mangé l'autre jour. Et oui. Et ça, c'est... Oui, parce qu'au fond, il y a toujours un peu de gelée royale, ou de propolis, ou de pollen. Donc ça, c'est à déconseiller. C'est plutôt à déconseiller, parce que si on est allergique, on va vite s'en rendre compte. D'accord. Bon, on a encore quelques minutes, cher Jacques. Est-ce qu'on peut parler de... On a encore 10 minutes, 10, 15 minutes, en gros. Hein, c'est ça. On peut parler de ça. Il y a eu, c'est récent, ça, c'est... Ah oui, ça me déplaît pas du tout du reste. C'est suite à un article qui est paru, puisque vous écrivez dans Boulevard Voltaire, je vous le dis, vous pouvez vous abonner sur Internet à Boulevard Voltaire. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a des articles de tout ordre et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et l'abonnement est gratuit. L'abonnement est gratuit sur Internet et vous avez... des articles de notre ami docteur Jacques-Michel Lacroix assez régulièrement. Et là, il y a eu un article sur la dramatique erreur de régulation médicale. Alors là, ce sont les secours qui sont un peu en jeu. Ah oui, ils sont plus qu'un peu en jeu, ils sont très en jeu. Ça s'est passé à peu côté de Montpellier, je crois, oui, c'est Montpellier. Une jeune femme... Le 15 octobre, c'est pas vieux, hein. Voilà, une jeune femme de 25 ans ne se sentait pas bien. Elle a appelé le centre 15. Le médecin régulateur au téléphone lui a dit que c'était sans doute pas très grave. Et puis, je ne sais plus s'il lui a donné, ce qu'il lui a dit de prendre quelque chose. Mais voilà, elle a rappelé un petit moment après en disant qu'elle n'allait vraiment pas bien. Et là, il ne l'a pas prise très au sérieux. Donc, je ne sais pas ce qu'il lui a dit exactement, je n'ai pas eu la bande-son, parce qu'il faut savoir que la régulation au centre 15 et au SAMU, tout est enregistré. Alors, je peux en parler, parce que j'ai fait pendant de la régulation au SAMU, donc... mais il faut savoir que lorsqu'on fait de la régulation, par téléphone, c'est très difficile, parce que soit le malade aggrave un peu ses symptômes. Oui, bruit de panique. Voilà. Soit au contraire, il les diminue. Il y a des gens qui ne s'affolent jamais, qui disent « Oui, j'ai un peu mal à la tête, mais ou je m'étouffe un peu. » Puis d'autres qui vont dire... Donc c'est très difficile. Donc ce qu'on peut faire au besoin, c'est donner un conseil et dire si ça ne va pas mieux dans une demi-heure, vous rappelez. Et si ça ne va pas mieux au bout d'une demi-heure, à ce moment-là, on envoie ou un médecin ou une ambulance. Mais il faut que le patient... Alors moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ici, il reste dans le magasin à côté, mais bras paralysés. Et moi, je n'ai pas pris les choses au sérieux au départ. J'ai dit, un tendon qui a peut-être lâché et tout. Et en fait, c'était un AVC. Il faut que le patient soit examiné. On ne peut pas sans examiner. Mais le médecin régulateur a joué très bien son rôle. Ah oui, mais je veux pas... Très bien. Mais là, manifestement... Il y a eu notre coup de tuile aussi, tous les deux, quand même, avant, hein, je précise. Mais c'est vrai que le médecin régulateur ça n'a pas duré très longtemps. Et lui-même m'a dit, monsieur, vous êtes en train de faire un AVC. Hein. Je voulais pas... J'avais du mal un peu à le croire, mais... Bon, les pompiers sont arrivés, m'ont confirmé, et m'ont embarqué. Alors... Après, sur les urgences, là, il y a matière. J'ai été très bien... Je vais en terminer, hein, mais je préfère le dire, j'ai été très bien reçu par les urgences de Libourne, parce que je sais que c'est souvent critiqué. Ils ont fait tout ce qu'il faut de suite, immédiatement, ils n'ont pas attendu. Le seul bémol, c'est qu'ils voulaient me faire passer la nuit dans le couloir, et ça, j'ai pas accepté. Bon,
J'ai été reçu dans une chambre. Le temps que j'aille passer l'IRM, l'angioscanner et tout ça, au retour, hop, la chambre prise et on vous laisse dans le couloir. Non, j'ai pas marché, je suis rentré chez moi. Bien sûr. Bon, c'était peut-être un peu fou, mais c'est ce que je reprocherais aux urgences. Bon, après, ils font comme ils peuvent, hein, ça, j'en conviens. Hein. Alors, pour en revenir à cette jeune femme de Montpellier, donc, qui n'a pas été prise au sérieux par le régulateur, ça, c'est elle s'est quand même fait amener à l'hôpital par une voisine ou par un membre de sa famille, je ne sais plus. Incroyable. Et arrivée à l'hôpital, elle est morte d'une méningite foudroyante aiguë. Elle aurait été prise en charge 1 heure plus tôt, peut-être ne serait-elle pas morte. Peut-être le serait-elle aussi, mais peut-être qu'elle ne serait pas morte. Alors ça pose tout le problème de la régulation, qui est quelque chose de très difficile à faire, surtout si on ne veut pas faire courir de risques aux malades. Et puis c'est le problème aussi des urgences, parce que les urgences sont très encombrées par, d'une part, le nombre de personnes qui y viennent, mais c'est le seul recours pour les gens, parce que la plupart des médecins ne reçoivent plus que sur rendez-vous et par le biais de secrétariats qui ne sont pas dans le cabinet des médecins, donc qui vous donnent un rendez-vous pour dans 2 jours, dans 3 jours, au mieux, si ça va bien, au mieux. Donc, les gens, qu'est-ce qu'il leur reste pour pouvoir être traités rapidement? Éventuellement, c'est d'aller aux urgences de l'hôpital. Bon. Donc, ils y vont. Ça encombre ces urgences parce qu'à ce moment-là, ça n'est pas que des cas graves qui y sont, mais toute la petite pathologie qui n'a pas trouvé de médecin sur place. Et puis, il y a 2 autres raisons qui encombrent les urgences. C'est qu'en 10 ans, on a supprimé, je crois que c'est 43 000 lits. Oui, 43 000 lits de médecine en France, en 10 ans. C'est pas rien. C'est pas rien. Ce qui fait qu'une fois que le malade a été vu aux urgences, où le mettons? Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Donc, il reste dans le couloir. C'est ce qui a été mon cas. Voilà, c'est ce qui vous est arrivé. Donc, il reste dans le couloir. Et après, il n'y a pas 3 mois qui se passent sans que la presse nous apprenne qu'un malade est mort dans un brancard dans le couloir. Ça devient presque quelque chose de banal, alors que c'est quelque chose d'absolument inadmissible. Mais il n'y a pas de lit en aval. Donc les urgences sont saturées par le nombre de gens qui y arrivent, ensuite parce qu'elles ne peuvent pas évacuer les gens vers les services qui devraient les recevoir, et aussi parce qu'il y a des services qui ne veulent pas recevoir directement les malades, qui demandent au médecin d'adresser son malade aux urgences en disant « les urgences vont me faire la moitié du boulot », et quand il va monter, comme ça, il sera perfusé, il aura eu son bilan sanguin, et tout ça. Ah oui, non, mais c'est classique. Demander si vous devez être hospitalisé dans un service de médecine, dans 8 cas sur 10, on va vous dire, passez par les urgences. C'est pas uniquement pour remplir les papiers, hein. C'est parce que comme ça, quand vous allez monter dans le service, vous aurez eu la prise de sang, vous aurez eu une radio, vous aurez eu tout, et ils n'auront pas à le faire dans le service. Ah oui, mais ça, je le dis sans... Ça ne me gêne pas. Alors, franchement, je n'y aurais pas pensé que ça soit à ce point-là. Il n'y a que les services de cardio qui reçoivent directement. En tout cas, à Libo. Ah oui, non, et moi, dans mon cas, je n'ai pas été reçu directement... Oui, mais là, mais c'était pas de la cardiologie. C'était de la neurologie. Oui, c'était de la neurologie. Et il va falloir revenir à ce qui existait quand j'étais interne, par exemple, où les services recevaient directement leurs malades. Ils ne les demandaient pas de passer par les urgences pour se faire décrotter, nettoyer et tout le truc. Bon, mais il va falloir qu'ils y reviennent, peut-être. Hein. Alors ça nécessite peut-être davantage de lits, de personnel. Ça nécessite, non, pour ça, non, pas davantage ni de lits ni de personnel. Ça nécessite une volonté du chef de service. Par contre, après, qu'il manque un peu de lits, ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Mais bon. En tout cas, pour cette jeune personne, c'est horrible, quoi. Hein, pour elle, pour sa famille, son entourage, à 25 ans... disparaître de cette façon-là, c'est inqualifiable, quoi.
Et oui, et c'était déjà arrivé à Bordeaux, pas pour une méningite, mais pour une dissection aortique, quelque chose de dramatique, si c'est pas opéré dans l'heure qui suit. Pareil, où le médecin régulateur n'avait pas pris la malade au sérieux, en disant qu'en plus il avait ajouté des commentaires désagréables, en disant que si tout le monde venait emmerder le centre 15 comme ça, patati patata. Bon, incroyable. La personne son voisin était ambulancier, elle avait été soignée chez le voisin, il l'avait amenée à Pellegrin, et arrivée sur le parking de Pellegrin, elle est morte. Elle aurait été prise en charge 1 heure ou 2 heures avant, elle ne serait pas morte. Voilà pour les news. Celle-ci est dramatique en tout cas. Là, franchement, bon, on en a entendu parler sur la presse nationale, oui. Mais à notre époque, voilà, finir sa vie de cette façon-là, c'est impensable, inimaginable. Et oui. Bon, eh bien, écoutez, voilà, soyez, comment dire, expliquez le mieux possible aux médecins régulateurs quand même ce qui vous arrive, répondez bien à ces questions, il ne faut pas prendre les choses là, à ce niveau-là, à la légère. Voilà, et peut-être aussi bien écouter ce qu'il dit. Et oui, parce que comme le médecin ne peut pas vous examiner... Et oui, il ne vous voit pas. Il ne vous voit pas, il ne peut pas vous palper, vous tâter, donc il est obligé d'agir en fonction de ce que vous lui dites. Merci au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est venu nous rejoindre ici. On va enregistrer quelques émissions d'avance, comme ça nous allons reprendre notre rythme. Merci à Gérard Pommier à la vidéo, merci à Jean-Yves Bernard à la technique,